je veux quand même remercier les organisateurs du festival d'avoir réussi à avoir cette belle table, parce que je pense qu'on a beaucoup de chance sur ce sujet, qu'un sujet qu'il est difficile de ne pas traiter d'une façon frivole. Donc il faut excuser l'absence de M. Alain Surance, dont le directeur de l'Opéra, qui nous a accueillis hier. Et il y a un problème familial, quelqu'un de sa famille là, qui vient d'avoir un AVC apparemment. Ça, c'est vraiment imprévu. Et c'est dommage, parce que c'est un spécialiste de la voix, enfin quelqu'un de remarquable. Et dans les présents, il y a monsieur René Robert, la chanteuse que vous avez vue hier, et Béatrice Del Pozo, auteur d'un livre et responsable de ce film que vous avez vu également, La Chana. Donc, je proposerai, par exemple, de faire parler d'abord René Robert, qui est un personnage un peu historique, parce qu'il a publié... Non, mais c'est sérieux. Il a publié un livre, je crois que c'est en 93, il m'a dit. Voilà, un livre qui est très, très beau et très important, qui s'intitule Flamenco, au pluriel, La rage et la grâce. Le livre est très beau, mais ce qui est presque le plus beau, c'est le titre. C'est extraordinaire. Et moi, ça m'a fasciné. D'ailleurs, je voulais absolument le mettre dans la présentation du cycle par le flamenco. Le flamenco, c'est en effet l'expression d'une rage, d'une plainte, d'une souffrance, et en même temps, la recherche de la beauté, fait d'une façon artistique. Non, c'est un titre magnifique, vraiment. La rage et la grâce. Et il y a une exposition de photos, des photos en noir et blanc. Il s'en expliquait parce qu'il avait l'impression qu'en couleur, ça pouvait faire un peu folklorique, ce qui est toujours le danger avec le flamenco. Et donc, c'est quelqu'un qui a commencé en France à assister et à apprécier le flamenco. Il m'a dit vers 1967 déjà. Et il a connu évidemment les grands, et en particulier, il a des photos de Marina, déjà, il y a quelques années. Il avait eu le bon goût de la photographier déjà. Donc, si vous ne l'avez pas fait, profitez-en pour voir également l'exposition à partir des photos déposées à la Bibliothèque nationale. C'est ça maintenant? Voilà. Donc, je vais lui passer la parole. Voilà. Et ensuite, donc, on verra, je pense, Béatrice Del Pozo, qui est l'auteur d'un livre que j'ai là, je vais vous montrer, et finalement donnera la parole à celle qui a une très belle voix, Marina. Donc je lui laisse la parole, il va nous expliquer, René Robert, comment il a fait ses photos. Voilà. Son français est parfait. Pas tout à fait, mais enfin, j'essaye. Oui. Sans traducteur. Oui, j'ai été fasciné par le flamenco un peu brutalement en 66. Quelqu'un qui m'avait emmené dans un tablao, un café parisien qui s'appelait le Catalan et qui était situé rue des Grands Augustins, c'est-à-dire la même rue où Picasso avait son atelier à l'entrée de la rue. C'est là que Picasso avait peint Guernica. Et en continuant dans cette rue, sur la droite vers le fond, il y avait le Catalan. Le Catalan était un cabaret situé dans un immeuble, je crois, qui appartenait à un Espagnol. Et donc le rez-de-chaussée était un bar classique. Au milieu du rez-de-chaussée, il y avait une grille très espagnole, en fer forgé. Et derrière cette grille, il y avait un petit espace avec une table qui était plus petite que la table qui se trouve ici, et avec un marchepied derrière. Et les artistes montaient sur cette table, en tout cas les danseurs. Il y avait des artistes de qualité. Et pourquoi? Parce que le propriétaire de cet immeuble avait à la fois ce rez-de-chaussée bar, un restaurant au premier étage et des chambres de bonne dans le haut de l'immeuble. Ça lui permettait de faire venir des artistes flamenco de qualité. Il les payait un tout petit peu plus cher qu'en Espagne, ce qui contribuait à les faire venir. Et d'autre part, il pouvait les loger et les nourrir, ce qui était pas mal. Donc,
il y avait du flamenco tous les soirs au Catalan avec des artistes de qualité. C'est absolument impensable aujourd'hui si vous prenez des gens connus dans le flamenco et que vous les faites se produire tous les soirs, il faudrait dépenser des fortunes. Et de toute façon, on ne sait même pas si on aurait le public. Donc à l'époque, la première fois que j'y suis allé, c'est grâce à une amie qui m'a demandé si je connaissais le catalan. Je ne connaissais pas. Donc on y est allé ensemble. Et c'est la première fois que je voyais et écoutais du flamenco. Alors, la guitare, aucun souci. C'est un instrument occidental, donc on n'apprécie pas la musique flamenca, mais pour les oreilles, c'est tout à fait possible. La danse, tout le monde, je crois, est séduit par la danse, en particulier le public français, qui quelquefois boude un peu le chant, à tort, puisque le chant est la base du flamenco. Tout se construit autour du chant. Et moi, le premier, mon premier spectacle flamenco, je disais, mais c'est très bien tout ça, mais les chanteurs, excusez-moi, ils ont des voix complètement éraillées. En plus, ils chantent presque faux. Enfin, j'étais un peu bête. Et on m'a expliqué que c'était les voix flamenca qui ne chantaient pas faux, mais qui avaient des tons intermédiaires, éventuellement dans le chant. Et petit à petit, j'ai été intrigué. Je suis retourné dans ce tablao plusieurs fois. Et finalement, c'est le chant qui m'a plu davantage. En sortant de cet établissement, la personne qui m'avait fait venir là connaissait un peu les artistes. Elle m'a présenté. Il y avait Manolo Marin à la danse, qui est devenu un grand danseur, qui a fondé une école à Séville, où sont passés la plupart des grands danseurs flamenco. Il y avait Canalejas de Jerez au chant, qui était un bon chanteur également, et Miguel Valencia à la guitare, qui ensuite a joué au Choral de la Morerie à Madrid plus tard. Donc c'était tous des artistes de qualité. Et Manolo Marin, qui m'a demandé ce que je faisais comme métier, je lui ai dit photographe, il me dit « Ah, bah, ça tombe bien, j'ai besoin de photos ». Je lui ai donné mes coordonnées, et puis j'ai un peu oublié ça. Et un soir, en rentrant de mon travail, je vois quelqu'un qui dormait devant ma porte. Alors je réveille le bonhomme, et c'était Manolo, qui était venu en bon espagnol à 15h l'après-midi, et voyant que ça ne répondait pas, il avait fini par s'endormir devant la porte. Et moi, j'étais rentré vers 19h, donc je l'ai réveillé. Il avait amené avec lui son costume de scène. Et à l'époque, moi, j'avais une chambre qui était assez minuscule, à Montmartre. Donc je l'ai fait rentrer. J'avais un fond noir que j'avais punaisé devant le mur. Donc il a endossé son costume. Et Manolo me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, bah, écoutez, essayez de danser en restant devant ce fond. Ce qui était une prouesse, mais ce n'était pas un apprenti, Manolo. Donc, à l'époque, il était très jeune et assez beau. Il avait même séduit, je crois, Simone de Beauvoir, qui venait le voir régulièrement au Catalan. Et voilà, il a réussi à danser dans cet espace ridicule. Et c'est là que j'ai fait mes premières photos de flamenco. Parce que je ne voulais pas faire des photos de portraits, des photos posées, des photos arrangées, bien éclairées. Non, je voulais photographier les artistes quand ils se produisaient, avec toute la vitalité, l'acharnement qu'ils mettaient dans leur façon de se mettre en scène, et que ce soit des photos qui reflètent des moments de vérité. Donc j'ai essayé, c'est pas à moi à dire si ça a réussi ou pas, mais c'est, si vous voulez, ce que ce cher Cartier-Bresson appelait le moment décisif. Et c'est vrai que ça existe dans tous les moments de la vie. Il y a des instants comme ça où moi j'ai travaillé un peu à l'émotion, c'est-à-dire que j'ai fait mes photos au moment où j'étais le plus surpris ou le plus séduit par ces moments de flamenco.
Alors, on parlait des sous-titres tout à l'heure, La rage et la grâce. Donc, le premier bouquin avait été intitulé Les flamencos, flamenco au pluriel, avec ce sous-titre. Pourquoi? Parce que la rage pouvait servir de deux thèmes, à la fois le côté rageur, effectivement, qui existe dans le flamenco, et aussi à l'époque cette espèce de rage de vivre, qui faisait que les artistes flamenco brûlaient la vie par les deux bouts. Certains étaient un peu trop alcooliques, d'autres se droguaient, faisaient la fête jusqu'au petit matin, enfin, se raccourcissaient un peu la vie. Une chose qui a tendance à disparaître actuellement. Hein. Il y a des troupes organisées avec des spectacles à heure fixe, donc on ne peut plus faire n'importe quoi. Donc la rage, et puis la grâce aussi dans deux qualificatifs, l'état de grâce, ce fameux duende dont on rabat les oreilles à tout le monde, qui existe rarement, c'est-à-dire cette connivence entre l'artiste et le public qui arrive à faire passer vraiment quelque chose avec un retour. Et le côté gracieux, par exemple dans la danse, qui existe aussi. Donc voilà, chacun des deux termes avait deux significations. Et donc j'ai laissé ce titre. Le deuxième bouquin que j'ai fait, on l'a intitulé La rage et la grâce, avec sous-titre Le flamenco. Donc, si vous voulez, c'était l'inverse. Voilà. Moi, je passe la parole peut-être à... Non, je pose 2 ou 3 questions. Hein. Dans les photos, vous avez publié notre amie qui est ici. Hein. Je souligne quand même qu'elle nous fait l'amitié de rester aujourd'hui. Ce n'était pas prévu en principe. Elle l'a tourné, elle a fini. Donc elle est restée pour être à la table ronde. C'est quand même un privilège que nous avons. Donc merci beaucoup. Donc vous avez quelques photos là dans l'exposition. Vous avez le Cameroun par exemple. Pratiquement de ses dernières interventions, en tout cas vous l'avez à Paris. Hein. Voilà, donc c'est magnifique. Il est très jeune encore. Enfin, il est encore... Voilà. Et est-ce que vous pourriez commenter 2 ou 3 photos comme ça, remarquables, ou ça vous semble... C'est peut-être un peu difficile de faire des commentaires sur des images. Pour moi, l'image est une forme d'expression, donc si j'en parle, je risque de cafouiller un peu. Donc je vous laisse libre de voir et de faire votre opinion. Bien, alors je pense qu'après on pourrait passer la parole à Béatrice Del Pozo, donc ici présente. Je vais vous montrer son livre. Hola, hola. Voilà. Merci Emmanuel. Ce livre, La Chana, Bailaora, c'est un livre. Les livres, c'est important. Hein, on est au cinéma, l'image, enfin les livres, il y a des images dans les livres. Et ce livre est très important, c'est un livre très original, dans la mesure où, disons, Béatrice Del Pozo, elle a le mérite d'avoir ressuscité en quelque sorte un personnage qui a une... Il faudrait que vous voyiez le film, évidemment, La Chana, beaucoup l'ont vu. Ceux qui l'ont vu, évidemment, savent que c'est un film remarquable, absolument remarquable, sur cette femme d'origine gitane, très pauvre, et qui est allée au summum de son art et qui tout d'un coup a disparu pendant quelques années pour des raisons, disons, indépendantes de sa volonté, à cause de maltraitance. Et ensuite, elle est pratiquement oubliée jusqu'à ce que, disons, Béatrice, disons, la ressuscite. Bon, voilà. c'est pas exactement comme voilà, ça. Elle va vous expliquer. Voilà. C'était fait exprès, hein, c'est pour que je vous explique vraiment ce qui s'est fait. Donc, on lui laisse la parole. Non, c'est-à-dire, la Chana a ressuscité par soi-même, mais je ne vais pas découvrir toute l'histoire du film. Mais c'est que c'est un peu dangereux maintenant que j'explique ça. Non, la Chana a tourné à danser, mais on dirait que seulement dans les cercles internationaux, avec la Cumbre Flamenca. Elle n'a pas travaillé beaucoup en Espagne.
lorsqu'elle est retournée. C'est pour ça que dans l'histoire du flamenco, on ne trouve pas son nom. Dans les encyclopédies de flamenco, on n'en parle pas d'elle. Hein? C'est totalement inconnu par le grand public. Seulement, c'était les grands flamencos, José Mercé, Antonio Canales, qui les connaissent réellement parce qu'ils ont travaillé avec elle. Non? Et, bon, c'est ça. C'est qu'avec le film maintenant, elle a retourné pour le grand public. Ça, c'est la chose importante. Et ça, c'est ce que je voulais faire. Et Chana soi-même, elle voulait aussi faire le film. Le film est la volonté de Chana. Parce qu'elle me disait, Béatrice, personne ne sait pas qui je suis. Hein? Alors, Béatrice, dis-toi aux gens de télévision publique qu'ils doivent faire un documental. C'était réellement comme ça. Mais la chose que j'ai pensé, c'était, je ne voulais pas que la télévision faisait un film. Je ne voulais pas, parce que je ne voulais pas un documental, comme on dit, plano. Je ne voulais pas ça. Parce que pour moi, l'art de la Chana, c'est une chose qui surpasse le flamenco. C'est supérieur, c'est de l'art grand. Et je ne voulais pas qu'un Espagnol faisait le film. Et je ne voulais pas qu'une personne qui soit attachée avec le flamenco fasse le film. Je ne voulais pas ça. Je voulais parler seulement de cette femme incroyable et de parler de son art. Et ça, c'est ce qu'a fait Lucia Stojevic, une réalisatrice avec une sensibilité incroyable. Et ça, c'est les grandes valeurs du film. Il y a deux grandes valeurs. Ça, c'est la Chana même, qui est incroyable. Et Lucia, avec sa sensibilité, elle a su capter complètement l'essence de cette femme et de son art. J'espère que vous voyez le film demain. Hein? Oui, évidemment, le plus important, c'est de voir le film. Avant-hier, nous avons gagné le Festival international de films d'art du Canada. Merci. Donc, comme je disais, en fait, j'avais bien raison. C'est-à-dire que c'est quand même grâce à Béatrice Del Potro qu'on a fait le film, et le film a permis de redécouvrir Chana, je pense. Je suis la coupable. Voilà, donc voyez. Et maintenant, nous sommes très, très, très contents. Voilà. Maintenant, parce que tout est fait, c'est incroyable. Nous n'avons pas cette idée d'arriver si loin. Nous avons arrivé dans tout le monde, on peut dire ça. Dans l'Asie, l'Europe, l'Amérique. Vraiment, nous sommes très heureux. Et Chana est très content, très content. Elle a travaillé maintenant à New York, à Londres, à Madrid. Elle a réellement ressuscité. Elle danse asseyée dans les chaises, mais c'est incroyable. Elle danse assise et le public se lève 3 fois. Elle est maintenant 72 ans et dans le film, elle est 68. Bon, merci beaucoup. Donc, voilà, passez maintenant la parole à Marina Heredia, donc beaucoup ont pu entendre hier. Et je vais danser une grande chanteuse de flamenco de Grenade. Je vais lui poser une question en espagnol. Entonces, eres de Granada, eres de Granada. ¿Piensas que en tu forma de cantar importa el ser de Granada? Yo tengo una idea, pero ¿qué opinas tú? Sí importa. Y he encontrado una cita, me la sé de memoria, pero por si acaso, una cita
de Federico García Lorca, que también era de Granada, hay mucha gente importante de Granada, y Lorca dijo en una entrevista: yo creo que el ser de Granada me motiva a la comprensión simpática de los perseguidos, del gitano, del negro, del judío, del morisco que todos llevamos dentro. Granada huele a misterio, a cosa que no puede ser y sin embargo es. Yo creo también, por lo que sé, que te interesas por la poesía, por Lorca, por Falla. Cuéntanos. Ah, c'est moi qui traduis, ah, c'est vrai. C'est pas je, c'est pas je. Donc, qu'est-ce que j'ai dit, voyons. Donc, enfin, je sais, la question était, est-ce que, bon, elle vient de Grenade, est-ce qu'elle pense que c'est important d'être de Grenade? Il y a un flamenco qui a une caractéristique spéciale, disons, être de Grenade. Et je pense que oui, évidemment, enfin, on va voir. Hein. Et je lui... ¿Quieres que lo traduzca esto? Hein? ¿Quieres que lo traduzca? Non, 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 comme j'y arrive. Non, era por si acaso. Non, c'est que je n'avais pas compris. Et je rappelais, bon, j'ai une grande admiration, c'est pas très original, mais enfin, pour Federico García Lorca, qui est vraiment un génie mondial, un génie du XXe siècle, qui est un précurseur dans beaucoup de choses. Et dans une déclaration, il disait, une déclaration à la presse dans les années 30, je crois que le fait d'être de Grenade m'a amené à la compréhension sympathique de ceux qui sont pourchassés, du gitan, du noir, du juif, du morisque que nous avons tous en nous-mêmes. Grenade sans le mystère, sans quelque chose qui ne peut pas être et qui cependant existe. Voilà. Donc la question est que, disons, il y a une originalité à être de Grenade. J'ai réussi à traduire ce que j'avais dit. C'est bien. Este. Sí, buenas tardes. Sí, es cierto que el flamenco de Granada, bajo mi punto de vista, es distinto al de otros sitios. No es mejor ni peor, pero sí es distinto. Porque, como bien decía Federico, Granada ha estado influenciada de muchas civilizaciones que todas ellas han ido dejando muchas cosas en la tierra, ¿no? Y una de ellas fue la música. Y se nota, se diferencia muy bien el sonido flamenco de Granada. Por ejemplo, un guitarrista de Granada, lo escuche donde lo escuche, dice, ese toque es de Granada, ¿no? Y en el cante también, y en el baile también, por supuesto. El baile, por ejemplo, el baile de Granada es un baile muy fuerte, un baile que normalmente los bailadores de Granada se han hecho en las cuevas del Sacromonte, en las danzas, en donde no había madera, bailaban en el suelo, entonces tienen un baile muy rotundo, un baile muy fuerte, ¿no? Y el cante es... Te has quedado al baile. Je vais traduire un petit peu. Alors oui, le flamenco, je pense qu'à Granada est quelque peu différent. Alors il n'est pas mieux, il n'est pas pire, mais comme disait Federico, il a été très influencé par les civilisations qui sont passées par là et qui chacune ont laissé des choses qui... Oui, c'est Lorca. Je n'ai pas dit Lorca parce que voilà, on l'a cité avant, excusez-moi. C'est vrai, c'est Lorca. Donc, des choses dans la terre même, et notamment la musique, justement, de ces civilisations. Et c'est quelque chose qu'on peut noter, en tout cas pour quelqu'un qui connaît bien le flamenco, dans le son, qui est différent à Granada. Un guitariste, qu'il joue n'importe où dans le monde, tout de suite on pourra dire « Ah, celui-là, il est de Granada ». Dans la danse, c'est une danse aussi un peu plus forte, un peu plus violente peut-être, plus forte en tout cas, parce qu'elle a été dansée dans les grottes de Sacromonte, dans le haut de Granada, et donc il n'y avait pas de bois au sol, c'était du sol de pierre. Et donc pour taconear, pour faire eh bien il fallait y aller beaucoup plus fort encore. Voilà.
Y el cante, que es donde me he quedado, el cante flamenco de Granada es muy morisco, muy arabesco. Tiene muchos melismas todavía de ellos y muchas expresiones incluso en las letras de los tangos de Granada. Todavía se habla mucho de esa época, ¿no? Pour ce qui est du chant, non, je crois que c'est ça. Pour ce qui est du chant flamenco donc de Granada, c'est vrai qu'il est encore très influencé par les Maures, par le côté arabe qu'il y a eu donc à Granada, qui était vraiment qui était là longtemps et très influencé. Et d'ailleurs dans les paroles même de ce que nous chantons, il y a des expressions encore de cette époque-là. Et on parle beaucoup du tango aussi de cette époque de Granada. Le tango, c'est ça, hein? Voilà, les tangos. Hein. Ce n'est pas le tango de Argentine, hein, c'est autre chose. Bien. Bon. Je sais pas, monsieur Alain Surance, c'est ça? Voilà. Que je n'ai rencontré que hier, qui nous a accueillis dans son théâtre, le théâtre qu'il dirige. Donc je pense qu'on pourrait peut-être vous poser quelques questions et revenir à Marina après. Hein, je suis en train d'improviser, puisque vous n'avez pas pu être au début pour des raisons indépendantes de votre volonté. Donc je sais que je ne vous connais pas beaucoup, je vous ai été présenté hier, mais je sais que vous êtes un grand spécialiste, vous vous intéressez à la voix. Hein, et est-ce qu'on pourrait vous demander votre opinion sur le flamenco, éventuellement, ou que vous nous parliez de l'importance de la voix pour vous, par exemple, puisque vous avez été partant, je sais, par Pilar, que vous avez été, disons, très intéressé par ce sujet du flamenco. Oui, je suis très intéressé par le flamenco, à divers titres, parce que je suis directeur d'une maison d'opéra, ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille dans l'opéra, et l'opéra, c'est un peu le lieu de la voix pure, de la voix travaillée pour arriver à une forme de pureté, de choses très directionnelles, hein, de choses qui est amplifiée pour être projetée, avec un grand souci sur la hauteur, sur la qualité sonore, sur la qualité du timbre, avec du vibrato mais pas trop. Vous voyez, il y a toute une codification de la voix dans l'opéra qui est quelque chose de très important, qui est aussi quelque chose qui permet de faire entendre au départ des chanteurs sans sonorisation, dans des salles de 2000 places, hein, parce que c'est tout de même de ça qu'il s'agit. On est tellement habitué aujourd'hui au micro qu'on a oublié que toute cette histoire du chant a commencé avant la sonorisation, et à une époque où il fallait effectivement, où on pouvait avoir envie de remplir des espaces et de toucher des auditoires très importants, d'où ce travail sur la voix qui est très spécifique à l'opéra et qui est un peu spectaculaire. Simplement, en travaillant tout ça, en arrivant à composer la voix de la manière la plus efficace, sonore, et aussi expressive, parce que l'opéra, c'est tout de même quelque chose qui projette de la passion, on oublie que la voix, ça peut être autre chose, et qu'il y a dans des expressions traditionnelles des manières qui sont très puissantes et qui ne reposent pas forcément sur ce que j'appelle la pureté de la voix, c'est-à-dire cette manière de placer la voix sur des hauteurs, de la faire résonner sur des hauteurs différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est toujours d'entendre dans d'autres civilisations que la civilisation, je dirais, occidentale, celle qui a fabriqué l'opéra, d'entendre des manières très sonores de chanter, là aussi une capacité de projection très forte, mais qui ne passe pas par la pureté. Et le flamenco en est vraiment un exemple extraordinaire parce que dans la voix du flamenco, il y a forcément quelque chose qui vient de la terre, il y a quelque chose
qui mixe les timbres, les sonorités de manière non pas pure, mais au contraire composite. Et ça correspond à quelque chose que vous avez dans beaucoup de civilisations. Ce qui est très intéressant, par exemple, avec la percussion africaine, vous vous en rendez compte, c'est qu'il y a toujours deux timbres. Il y a toujours, s'il y a une peau, il y a aussi des grelots ou des sistres qui accompagnent. Et l'impureté donne du caractère, donne du volume sonore, hein, parce que vous occupez, si vous avez une peau qui est grave et que vous avez des sistres aigus, du coup vous avez une occupation d'un spectre sonore plus large. Et vous avez aussi une qualité expressive parce qu'il y a une forme de diversité à l'intérieur de l'instrument qui produit, et vous avez la même chose avec la voix. Ça, c'est une des caractéristiques très, très intéressantes, je trouve, et très propre au flamenco, c'est que la vraie voix de flamenco, c'est pas une voix de soleil, c'est une voix de terre, de feu, c'est une voix qui forcément doit charrier dans ses timbres, dans la mise en mouvement des timbres, quelque chose qui est impur, qui est divers et qui n'est surtout pas uniquement directionnel. L'autre chose que j'aime beaucoup avec le flamenco, c'est cette relation entre populaire et savant, c'est-à-dire comment un art profondément populaire devient extrêmement savant, extrêmement codifié, tout en ouvrant sur la liberté de l'interprète, et rejoint donc les musiques les plus classiques de ce point de vue, c'est-à-dire celles qui sont très très codifiées, et qui en même temps laisse à l'interprète une latitude formidable et un champ expressif qui est tout à fait infini. Et ça, c'est intéressant. Vous le retrouvez dans d'autres civilisations, hein. C'est ça qui est toujours très intéressant, c'est que dès qu'on prend un peu de hauteur et qu'on regarde plusieurs civilisations, on se rend compte qu'il y a des relations très très fortes. Ce que j'aime bien dans le flamenco, c'est évidemment que c'est aussi un art qui est beaucoup né à la lisière, hein. Moi, je pense toujours à ces gitans forgerons. Comme ils étaient forgerons, on les mettait à l'écart du village pour éviter les incendies. Comme par hasard, c'était des gens qui développaient du coup une culture très forte, et notamment une culture vocale, et finalement qui avaient une telle influence sur les milieux autres qu'eux, c'est-à-dire les gens de tout le monde, qu'ils en prenaient une importance symbolique très très forte, c'est-à-dire que pour moi, le flamenco, c'est un peu l'histoire des parias qui deviennent les porteurs de la culture commune la plus forte. Vous avez ce phénomène aussi en Europe centrale, de manière très intéressante, où finalement la musique des parias, la musique des Roms, est une musique qui a fini par submerger les musiques paysannes, les musiques de tout le monde, et par devenir le symbole de la vérité d'une culture, par exemple, hongroise ou roumaine, alors qu'il y a un fond hongrois et roumain qui existe, mais le fond des parias, le fond des Roms, devient l'expression nationale quasiment par excellence, ce qui est un superbe paradoxe. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça aussi dans l'histoire du flamenco, c'est-à-dire comment un art qui s'est développé en bonne partie sur les marges est finalement devenu l'art emblématique, d'abord d'une grande région qui est l'Andalousie, et puis aussi de l'Espagne tout entière, puisque... Voilà, et même les compositeurs savants, à un moment, s'ils voulaient revenir aux racines, eh bien, ils retournaient aux racines du flamenco pour exprimer quelque chose de l'âme espagnole. Moi, je suis un grand admirateur de Manuel de Falla, et je suis toujours sidéré par la manière dont il s'est libéré de sa culture très très traditionnelle, classique, en allant vers ses racines. Et ces racines, elles allaient le plus loin possible, donc elles allaient jusqu'à ces gitans qui vivaient encore, et qui d'ailleurs certains vivent encore dans les bordures des villes, hein, dans ce qu'on appelle aussi aujourd'hui les cités, et incarnent en même temps la vitalité d'une culture espagnole. Ça, c'est aussi vraiment passionnant. Voilà ce que je peux dire. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un plaisir
C'est un plaisir. Dans ce que vous avez dit, c'est très intéressant. On va voir que c'est quelqu'un qui connaît son sujet, évidemment, qui se passionne en même temps. Bon, pour Manuel de Falla, on sait qu'historiquement, évidemment, il a eu un rôle important pour s'intéresser à ces gens qui étaient méprisés, les gitans. Dans l'un des films qu'on montre sur Camarón, on rappelle une loi, una pragmatica, une loi des rois catholiques qui disait donc qu'il fallait chasser les gitans du royaume, qu'il fallait séparer les hommes et les femmes pour qu'ils ne se reproduisent pas, et que s'ils ne respectaient pas les lois, qu'on devait leur couper les oreilles. C'est une loi qui existe, vous voyez. Et pour revenir à Federico García Lorca, qui était quelqu'un qui, avec Manuel de Falla, en 1922, ils sont allés, ils ont dit qu'il fallait s'intéresser au flamenco, qui était méprisé. Dans la correspondance de Lorca, on trouve Lorca, il raconte un voyage qu'il a fait en Andalousie, dans des villages, et qu'il a vu des gitans, qu'on voulait chasser des villages, et que la garde civile, pour, disons, les intimider, et pour faire qu'ils ne reviennent pas, leur arracher une dent. Ça semble incroyable, vous voyez. Et ça, on le sait grâce à la correspondance de Lorca. On ne trouve pas ça chez les historiens, vous voyez. Ça donne une idée de la violence de ceux qui ensuite ont pu réussir à faire triompher en quelque sorte leur art. Et donc voilà, c'est remarquable. Oui, il y a un phénomène encore, enfin je veux dire, il y a un phénomène de plus qui est intéressant, c'est de voir le parcours de quelqu'un comme Bartók, qui est un parcours très semblable à celui de Falla, qui a d'abord le souci d'aller dans les campagnes pour collecter les musiques des paysans et se faire un peu le chantre de la vérité des traditions populaires de son pays. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'il fait le même travail en Roumanie, où il trouve des musiques hongroises et où il trouve aussi des musiques roumaines, et il travaille sur les différences entre les deux. C'est-à-dire sa démarche n'est pas complètement nationaliste au départ. Mais il y a un truc qui est très important dans sa démarche, c'est de dire, attention, la musique des Gitans, c'est pas la musique hongroise. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de défense contre le folklorisme hongrois qu'on associait aux musiques des Gitans, avec notamment ces fameuses danses de recrutement qui étaient en deux mouvements, avec un mouvement lent, un mouvement rapide, et dit non, attention, ça c'est vraiment de la musique folklorique et pas des traditions profondes, c'est déjà une interprétation du folklore et c'est pas le folklore hongrois. Et puis après, il va progresser et en fait, à la fin de sa vie, dans les années 30, il réintègre ce folklore gitan en disant mais bien sûr c'est aussi notre folklore national. C'est-à-dire qu'il fait un peu un mouvement inverse en disant je dois pas être contre ceci ou contre cela. Tout ça, ça nous appartient, y compris ce folklorisme qui vient du XVIIIe siècle. Et je trouve que c'est formidable, cette honnêteté intellectuelle, parce que en fait, ça a nourri son art, puisque en fait, une de ses dernières œuvres, Contraste, est vraiment conçue sur les musiques gitanes. Et donc, il fait une espèce de synthèse à la fin de toute sa réflexion, qui est vraiment admirable et qui, je pense, correspond aussi à la démarche de Falla, qui n'a pas eu le temps d'aller aussi loin dans sa tête, mais qui voulait essayer d'absorber de manière très très large toute la musique populaire, avec un souci d'être à la fois à côté des parias et aussi de tous ceux pour qui le flamenco, en tant que discipline artistique, pouvait signifier quelque chose. Et ça, c'est vraiment passionnant. Bon, merci de ces compléments d'information. Si on pense à Manuel de Falla et Lorca, ce qu'il faisait, on a les témoignages, c'est Lorca recueillait également les poésies populaires, les poésies. Et là, je vais poser la question à Marina. Ces poésies, disons, qui sont l'essence. Elles sont populaires et en même temps très savantes. Et bon, on a vu, on va demander à Marina, dans les coplas qu'elle a chantées hier, on voit les thèmes essentiels, c'est l'amour et la mort, beaucoup. Et je sais que Marina
s'intéresse à la poésie chantée. Et est-ce qu'elle peut nous parler justement également des coplas de Manuel de Falla qu'elle connaît et des projets avec la chantée à partir de Manuel de Falla? Bueno, hay varias cosas que me gustaría decir. Fue muy importante, el año 22 fue muy importante para el flamenco que hoy día conocemos, porque fue el punto de partida para que se empezara a respetar el flamenco como música grande. Hasta entonces el flamenco solo estaba en pequeños cuartos, a expensas de que viniera el señorito de turno y esa noche le diera por encargar una fiesta flamenca y pagarle o no. Hasta entonces los flamencos malvivían de esa forma. A partir de ahí, gracias a Lorca, a Falla y a otros muchos intelectuales y románticos que pasaban por Granada, empezó a verse el flamenco como lo que en realidad es, una gran música y una gran expresión que hasta entonces no se le había dado importancia. L'année 1922 a été très importante pour le flamenco que nous connaissons aujourd'hui parce que ça a été le point de départ pour que le flamenco soit respecté en tant que musique et en tant que grande musique. Et jusqu'à ce moment-là, le flamenco ne s'écoutait que dans des petits endroits, des petits bars, on va dire, qui attendaient que le notable ou le riche du coin vienne et organise une fête flamenca et paye les musiciens ou pas. Donc les musiciens de flamenco à cette époque-là vivaient très très mal de leur art. Et c'est grâce donc à Lorca, à Falla, à des intellectuels aussi venant de Madrid que le flamenco a enfin gagné sa place de grande expression et de grande musique. Desde entonces, después irrumpió una gran generación artística en el flamenco que nos lleva a este momento, que son los que a mí y a mi generación nos han allanado el camino, nos han ayudado a poder tener la libertad que hoy tenemos musicalmente, que son Camarón, Paco de Lucía, Loli Manuel, Enrique Morente, José Meneses, Carmen Linares, José Mercé. Son artistas que después de esa época del 22, en donde empezaron a saber que existíamos y que éramos personas y artistas, ellos después llegaron con su revelación y con su fuerza de esa juventud que tenían. Se llevaron muchos palos, pero gracias a ellos, nosotros que hemos venido después podemos hacer lo que estamos haciendo, que es lo que queremos. Y podemos reinterpretar a Lorca o reinterpretar a Falla, haciendo El Amor Brujo, haciendo cualquiera de sus maravillosas obras, ¿no? Y que todo el mundo pueda reconocer la calidad y la amplitud del flamenco. Et ensuite, il y a toute une génération d'artistes qui est intervenue et qui a fait que ma génération d'aujourd'hui puisse s'exprimer et la liberté de s'exprimer comme on l'entend. Ce sont des gens comme Camarón, Paco de Lucía, Morente, Carmen Linares. Voilà, des gens comme ça qui après donc cette fameuse année de 22 ont pu justement
comment dire, révéler une force de la jeunesse qui a permis ensuite à nous de pouvoir faire ce que l'on fait aujourd'hui. Ça a été dur pour eux, ils ont reçu pas mal de coups, de coups bas, on peut dire, mais c'est quand même grâce à eux que justement notre génération peut s'exprimer telle qu'elle l'entend et réinterpréter Lorca, Falla, et qu'aujourd'hui le flamenco est reconnu dans toute sa grandeur et son amplitude. Ha habido algunos artistas que, a colación de lo de los gitanos, por ejemplo, el Lebrijano, que fue un cantador totalmente revolucionario, súper inteligente y un pedazo de cantador. Tiene muchos trabajos discográficos, pero tiene uno de ellos que se llama Persecución, que habla de la historia de los gitanos y es realmente espeluznante escuchar ese disco desde principio a fin, sin saltarte nada, porque si no, no lo entiendes, porque realmente cuenta la historia de los gitanos y la historia de las fatigas y de las penas que han pasado los gitanos y que seguimos pasando, porque incluso hoy día nos siguen echando de los sitios. Estamos en el 2019 y todavía estamos igual. Il y a un artiste que j'aime tout particulièrement qui s'appelle El Lebrijano, qui est un chanteur de flamenco, cantaor, qui était une vraie révolution en fait dans le chant de cantejondo. Très intelligent, un grand chanteur qui a une grande discographie, mais il y a un disque en particulier qui me plaît énormément, qui s'appelle Persécution et qui raconte l'histoire justement des gitans persécutés durant toutes ces époques. Et c'est un disque vraiment impressionnant, très émouvant, très fort, hein, qu'il faut écouter du début à la fin. Surtout ne pas sauter les morceaux parce que c'est dans la continuité qu'on comprend tout. Et donc il raconte cette histoire des gitans, mais également leur peine, leurs difficultés à pouvoir survivre. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore des endroits où on rejette les gitans. Et on est en 2019 et c'est encore le cas. Marina, ¿puedes decirnos, creo que este verano vas a interpretar a Manuel de Falla? ¿O es una...? A Lorca. Bueno, y no sé, ¿hay alguna copla que te gustaría destacar, de las que te gustan, como por el sentido que tienen? No sé, quizás sea... Lo que pasa es que el espectáculo que voy a hacer En general, las coplas que cantas. Ah, bien. Cet été, Marina va chanter donc des coplages écrites donc par Lorca. Et donc Emmanuel demandait si elle pouvait un petit peu parler de ces coplages, peut-être en détacher, en mettre en exergue quelques-unes par rapport a leur sens, ce qu'elle raconte. Sí, bueno, antes se me olvidó decir que creo que el flamenco de hoy en día es el resultado de muchas otras formas, porque cuando los gitanos llegaron a Andalucía ya había música en Andalucía y había un folclore ya en Andalucía. Y yo creo que el flamenco es la mezcla de todas esas cosas que llevaron los gitanos, pero también lo que ya había allí. Y las canciones populares, tanto de Falla como de Lorca, reflejan muy bien eso, ¿no? Son populares, no son flamencas especialmente, pero sí se adoptan perfectamente, ¿no? Hay varias y hay una que a mí me gusta mucho, que son las morillas. Tres morillas me enamoran en Jaén. Ay, San Fátima y Mariel, tres morillas tan lozanas, iban a coger manzana y hallaban la cogida en Jaén.
Aïssa Fatima y Marie. Le flamenco, je vais traduire. No, Le fla- no, únicamente. ¿Y te sabes alguna nana? Nana o no? Si elle connaît une nana. Berceuse, une berceuse. Una Une nana. berceuse, oui, Il y a pardon. une conférence Ouais, ouais. célèbre de Lorca sur las nanas. Te je lo vais piensas, te lo oui, piensas. voilà, O si no, pendant- otra mientras copla que te traduzco. guste. Le flamenco est en fait le résultat de beaucoup d'autres formes de musique. Parce que les gitans, quand ils sont arrivés en Andalousie, il y avait déjà un folklore qui existait. Et donc le flamenco est en quelque sorte le résultat de tout ce mélange qui s'est créé avec le temps. Donc il y a des chansons populaires que Lorca et Falla ont écrites, mais aussi ont recueillies. Mais ce ne sont pas du flamenco. Par contre, le flamenco s'est adapté aussi justement à ces chansons-là. Donc, et celle qu'elle a chantée s'appelle La Morilla. Hein, c'est ça là? Las morillas. Hein, ouais, en fait, la morilla, c'est les morts, les trois jeunes filles mortes. M-A-U-R. C'est toujours bizarre. Non. No me acuerdo de la nana. Elle ne se rappelle pas de la berceuse. Otra copla que cantaste ayer, por ejemplo. Ayer sí, que te guste. Eran preciosas. No me acuerdo. No Lo te que canté acuerdas. ayer. Hay Elle que ne se estar en el rappelle pas de ce qu'elle a espectáculo. chanté hier. Voilà, elle est hors. Además es que el flamenco es eso, ¿no? El Sí, flamenco claro. Sí, sí, muy bien. es inspiración del momento. Le flamenco, c'est l'inspiration du moment. Donc, Voilà. Hemos tenido la suerte de oír las morillas, muy bien. Sí. Te lo agradecemos de verdad. Muchas De gracias. verdad. Et aussi, à partir de ce qu'a dit Alain Surance, une réflexion sur justement le chant et la société. Hein. Dans la société actuelle, il me semble qu'on chante pas beaucoup. Hein. Ça n'est pas très... Par exemple, moi, quand je suis allé dans le village de ma mère, en Aragon, hein, parce que je suis aragonais, hein, ici, bon, Pilar est aragonaise, c'est une mafia aragonaise en fait. Hein, je me souviens, dans ce petit village del Valle de Hecho, des Pyrénées, les gens chantaient beaucoup, les gens chantaient, et dans les mémoires de Buñuel, hein, il raconte, Buñuel est mort en 83, c'est pas quand même, hein, Buñuel raconte dans ses mémoires comment, quand les gens faisaient la cueillette, par exemple des olives, il y avait la jota del olivo. Vous voyez, hein, la jota. Bon, et j'en ai parlé avec Carlos Saura, qui a fait un film, hein, Jota. Et Saura avait oublié ce texte de Buñuel. Mais c'est vrai qu'avant, hein, dans nos sociétés occidentales, les gens chantaient beaucoup. Hein, et ça s'est un peu perdu. Et Saura raconte comment, lorsqu'il était enfant, ou jeune homme à Madrid, il entendait les ouvriers qui chantaient et tout ça. Maintenant, on les entend moins. Il y avait dans tout ça une valeur très particulière qui vient d'un temps où les gens ne savaient pas lire et écrire et il n'y avait pas d'enregistrement. Donc la fonction de la passation entre les générations par la pratique était quelque chose de très important. Et c'est quelque chose qui reste très très vivant d'ailleurs dans beaucoup de cultures qui sont des cultures minoritaires, où on se passe les choses voilà, de voix à voix. Et cette fonction-là, elle nous semble admirable, mais elle était complètement dans la nécessité. Et les chansons de veillée, les chansons associées au travail existaient à cause de ça. Et cette passation, elle avait une haute valeur culturelle, surtout pour des minorités. Parce que donc c'était aussi la manière de creuser, de travailler l'identité d'un groupe qui pouvait se sentir, à juste raison d'ailleurs, minoritaire. C'est pour ça que on a tendance un petit peu quelquefois à donner une valeur qui n'est pas tout à fait la bonne par rapport à cette pratique. C'est-à-dire que la nécessité était très grande. Ce n'était pas seulement le plaisir de chanter ensemble. Il y avait une nécessité de faire une passation de la culture du groupe, de la culture identitaire, de génération en génération.
Et c'est vrai que ça a disparu, mais les enregistrements toute la cueillette de musique traditionnelle qui a été faite par des ethnomusicologues y a suppléé en quelque sorte. Merci, merci. Et je voudrais aussi souligner un point. Ah, excusez-moi. Ah, bueno. Ah, très bien, très bien. No, decía que el flamenco sigue siendo así. El flamenco no hay nada escrito, no hay partitura. Y si tú quieres aprender un estilo de una soleá, yo, por ejemplo, tengo la suerte de que mi padre me la enseña. Le digo, papá, ¿cómo es esto? Y me la canta y la aprendo. Pero no hay nada escrito. Es cierto que ahora es mucho más fácil con Internet, con los discos, con YouTube, pero la enseñanza sigue siendo totalmente oral. Le flamenco continue d'être comme ça, justement, de se passer comme ça, parce que il n'y a rien qui est écrit, il n'y a pas de partition écrite. Et donc, si moi je veux connaître le style d'une soleá, eh bien, je demande à mon père qui me la chante. Et c'est comme ça, par le chant, que je vais l'apprendre. Et évidemment, aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'il y a Internet, il y a YouTube, il y a les disques. Donc, voilà, on peut connaître à travers ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, le flamenco, la transmission reste orale. Oui, ce que je voulais dire, je voulais bien insister sur ce point, c'est que le flamenco n'est pas non plus exclusif des gitans. C'est pour ça, dans le texte de présentation, j'ai bien insisté, j'ai mis un petit mot en disant Paco de Lucía, qui n'était pas gitan. Hein, mais bon, c'est le plus grand guitariste. Mais il appartenait à la même couche sociale des gens d'en bas. Hein. Par exemple, Paco de Lucía a connu la faim dans sa jeunesse, et Camarón, c'était encore pire. Bon, voilà, je pensais bien de savoir. Hein, c'est de la musique des gens d'en bas, quoi, hein, qui étaient méprisés, mais qui avaient cette capacité. Des questions peut-être ? Je vais vous remercier pour votre présence et j'aurais deux questions en fait. Les premières, ce sera pour bien expliquer quelque chose, mais je vais l'avoir plutôt en aparté à la fin. Et la deuxième, ce sera pour Marina. La deuxième question, ce sera pour Marina. J'ai fait un stage de flamenco l'année dernière avec une association qui s'appelle la Peña Flamenca à Nantes. Et en fait, notre professeur nous avait chanté des morceaux en même temps qu'elle nous apprenait les pas, et notamment les tangos del Titi. Et il y a un morceau que j'aimais beaucoup, que j'ai recherché sur Internet désespérément, que je n'ai pas retrouvé. Et c'est un morceau sur Triana. Et je voulais savoir si Marina le connaissait et si elle pouvait m'en chanter un. Et me recommander un endroit. Et me donner en fait un lien vers lequel je pourrais retrouver le morceau parce que sur YouTube je ne le retrouve pas. J'ai beau taper Tangos del Titi et je voudrais être sûr que c'est bien un tango del Titi. Voilà. Sono tanto de Triana. Et se llama Triana y es Triana. Triana, qué bonita está Triana. Vale. En el disco de Miguel Poveda, Artesano, lo tiene. ¿Y puede cantar? ¡No puede! Hay uno que dice, ay, qué rica son las gambas, Mariloli, Marianda, ay, qué rica son las gambas, Mariloli, bailame, aire con aire, un pasito en la era que no me baile, un pasito en la era que no me baile. Ya no más letras, ¿eh? C'est fini, hein, je chante plus. Hein. D'autres questions ? Ah, pas de micro, va falloir y aller là. C'est une question que j'aurais posée à Chana si elle était
la Chana si elle avait été présente parmi nous, c'est pas le cas. Donc je vais la poser à la comédienne qui est Marina. C'est quoi, comment me dire, comment m'expliquer, comment faire comprendre ce qu'est la rage et la grâce? Yo creo que la rabia y la gracia son dos rasgos muy característicos de la raza gitana, porque nosotros vivimos o intentamos vivir siempre en la gracia. Somos gente alegre, gente que nos gusta mucho una fiesta, que nos gusta mucho comer, que nos gusta mucho estar en familia y siempre con alegría y con fiesta y con buen talante. Pero también es un pueblo que ha pasado muchas fatigas y cantamos por seguirillas con esa rabia de los siglos, de estar dándonos palos sin sentido y sin tener un sitio en donde hacer un hogar. Y yo creo que esa es la rabia que a través de nuestro cante hacemos. La rage et la grâce, je crois que ce sont vraiment deux caractéristiques qui définissent la race gitane. Et parce que nous vivons et nous essayons de vivre toujours dans la grâce, avec beaucoup de joie dans tout ce que nous faisons, en mangeant aussi beaucoup, en faisant beaucoup de fêtes, en étant toujours en famille, on aime ça, et toujours avec envie. Mais en même temps, ces gitans, nous les gitans, nous avons subi beaucoup de peines, et les Seguirillas, c'est ce qu'elle raconte justement, ces peines-là, que durant des siècles et des siècles, on nous a toujours persécutés, on a toujours été rejetés des endroits où on allait, et justement sans un lieu au pouvoir établir notre foyer. Et donc c'est cette rage, c'est ce qu'elle raconte aussi. Très bonne question. C'était magnifique. Bonjour. J'avais découvert en fait Marina lors d'un cours de flamenco aussi, lors d'un échauffement, et en fait j'avais cherché après sur internet des titres de Marina parce que ça m'avait beaucoup plu. Et malheureusement, en fait, par exemple, sur certaines plateformes musicales, on ne trouve pas toute la discographie du flamenco. Parce que c'est encore quelque chose qui est très, très, finalement, pas assez accessible et pas assez, je pense, publié. Et est-ce que, aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites, à part YouTube, finalement, où c'est parfois des particuliers qui vont prendre des vidéos, des extraits, voilà. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que, pour nous, par exemple, surtout qui sommes à l'étranger, c'est plus facile pour nous d'accéder à cette culture flamenca, surtout comme on disait, qui est très orale. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose, un travail de la part des artistes, justement de continuer à bancariser, je dirais, pour que ça soit une belle culture, patrimoine mondial de l'UNESCO en plus, qui soit accessible à tout le monde? Mais ce que je me demandais, c'est s'il y a un endroit sur Internet où il y a... Ou du moins, je ne sais pas, qu'on travaille un peu comme Lina qui bancarise tous ces extraits, tout ce savoir, toute cette histoire, qui puisse être accessible à distance. Hay algunas páginas web que te ayudan un poco a eso. Hay una que se llama flamencopolis.com, que además te enseña de dónde viene cada cosa y quién lo hacía mejor. Pero es cierto que a lo mejor el flamenco sigue siendo una música de minorías. Desgraciadamente o afortunadamente, el flamenco donde mejor se...
Donde mejor se escucha el flamenco es en un sitio más bien pequeño. O sea, un teatro como el de anoche es perfecto porque es un sitio grande, pero no demasiado grande. Un cantador que se ponga a cantar por soleá no puede cantar en un estadio de fútbol. Es imposible. Se pierde todo, la gente no se entera. El flamenco no es una música para masas. Por eso a lo mejor también la estructura profesional de empresa del flamenco no es la que debería ser. Pero estamos en ello. Il y a une page web que vous pouvez trouver qui s'appelle flamencopolis.com qui enseigne justement d'où viennent chaque chant et qui les a le mieux chantés aussi. Donc, mais le flamenco reste une musique des minorités et le meilleur endroit où on puisse les écouter, c'est vraiment dans des petits endroits. Et hier, c'était l'idéal parce que c'était un théâtre qui est assez grand mais qui n'était pas trop grand et qui donc où on pouvait apprécier cette musique-là. Une soleá, on ne peut pas la chanter dans un stade de football. Là, tout se perd. Ce n'est pas une musique pour les masses. Donc voilà. Et peut-être que la structure justement professionnelle du monde comme ça, du flamenco, manque un peu encore, est encore un peu fragile, mais en tout cas, on essaye, on y est, on y pense. Et surtout les peñas pour ça. Oui, oui. Les peñas, moi c'est l'endroit idéal que j'ai trouvé en Andalousie. Oui, j'ai très peu d'expérience, mais je me suis aperçu que c'est dans les peñas. Celle où je vais habituellement est celle de Malaga, qui a la chance d'être une grande ville, une capitale. Donc il y a c'est très vivant, il y a beaucoup d'événements qui se passent, parce que c'est une peña importante, pas dans un village où il y a évidemment par conséquent beaucoup moins de choses. Et la peña de Malaga, je vous la conseille vraiment à tous. Il y a aussi une autre peña en Espagne qui est très connue por seguro lo relacionó, c'est la platería. Mais alors, il ne faut pas y aller pendant les vacances d'été parce que... Et d'ailleurs, à la peña de Malaga, pour revenir à la Chana qui a 72 ans, vous avez le Carreté, je ne sais pas si ça vous parle, un danseur local de Malaga qui s'appelle le Carreté et qui a 73 ans et qui est toujours sur les planches, enfin sur le canal. Et il est du même âge que très connu Malaga. Monsieur, alors, levez-vous, parlez fort. Normalement, il marche, monsieur. Une question, le flamenco, c'est une musique qui a une particularité pour moi. On vous entend pas. Le flamenco a une particularité pour moi, c'est que c'est un art qui allie deux domaines, la musique et la danse. Et j'aurais aimé savoir quand même, à l'origine, qu'est-ce qui fait que le flamenco a réussi à lier la musique et la danse, quoi, en quelque sorte, à l'origine. A su, comment dire, allier les musiciens, les danseurs, puisqu'on parle de flamenco. Le flamenco, en termes de musique, a quand même une particularité, c'est que c'est construit sur une gamme phrygienne espagnole, qui est très typique. Donc mi bémol, ré bémol, etc., pour ceux qui connaissent, je ne rentre pas dans les détails. Et la danse elle-même est aussi très particulière, quoi. Alors ça vient des minorités, mais pour moi ça a une particularité, c'est qu'il y a peu d'art dans le monde qui arrive à, comment dire, à coïncider la danse et la musique, quoi. Realmente lo básico, o sea, de donde nace todo el flamenco es del cante. El cante es lo primero que se empezó a hacer. Los cantes de trilla, los cantes de la fragua, que incluso sin guitarra aún. Y después vino la guitarra y después vino el baile. No sé exactamente en qué época se empezó con el baile, pero en Granada particularmente se conoce desde principios del siglo, no de este, sino del anterior, en donde ya había
una coreografía que cuentan que es la primera coreografía del flamenco, son las danzas del Sacromonte. En fait, je ne sais pas exactement quand est-ce que c'est arrivé, ce mélange-là, mais la base du flamenco, c'est vraiment le chant. C'est ce qui est arrivé en premier, les chants de trilla, de fragua. Puis la guitare est arrivée et est venue accompagner ces chants, et enfin la danse. Mais je ne sais pas exactement à quelle époque la danse est arrivée. En tout cas, à Granada, ce que je sais, c'est qu'en début du siècle dernier, eh bien, il y avait déjà une chorégraphie qui existait, qui est la première chorégraphie de flamenco, qui s'appelait la danse du Sacramonte. Il y a quelque chose qu'on pourrait dire, c'est branché, ça marche. Oui, c'est que le flamenco se passait souvent dans les familles, en grande partie, autour d'une table, tout le monde était assis, et c'était aussi des réunions par métier. C'est-à-dire le soir, après la fatigue de la journée, les gens se réunissaient par différents métiers. Et donc, ces ensembles-là étaient réunis en général autour d'une table et les gens chantaient. Quand un chanteur arrivait au bout de son expression et semblait plus capable d'aller au-delà, il se levait pour faire quelques pas de danse. Et ça a été aussi le cas des femmes qui le faisaient plus facilement. Et je crois qu'on peut situer aussi l'apparition de la danse dans ces moments-là. C'est-à-dire d'une réunion de chant sortaient quelques pas de danse, qui étaient très courts. Hein. Les gens se levaient dans les familles, ils dansaient 15, 20, 30 secondes au maximum, et se rasseyaient, et continuaient à chanter. Donc voilà, la danse est probablement née de ça. Et ensuite, il y a eu la naissance des cafés cantantes et des tablaos, c'est-à-dire que les gens qui savaient faire quelque chose, on a fait venir d'abord les chanteurs dans ces établissements, et comme les clients étaient un petit peu coquins, préféraient voir leurs femmes venir danser. Et donc les danseuses ont pris un peu de galon dans ces établissements et sont venues danser avec toute la mauvaise réputation qui s'était collée à ce genre d'exercice. Donc voilà ce qu'on pourrait dire historiquement sur le chant et la danse. Je voudrais ajouter que c'est très fréquent, au contraire de ce que vous dites, que le chant et la danse soient associés dans des formes traditionnelles. Hein, ça existe beaucoup. Et c'est évidemment toujours lié à des pratiques sociales. Il y en a une qui est très amusante, par exemple, en Europe centrale. Dans tout l'ancien empire austro-hongrois, on allait recruter des soldats pour l'armée, hein, donc en Bohème, en Hongrie, dans les Balkans. Et il y avait, alors du coup, s'est développé partout une culture qui était une culture de chant et danse pour les recrutements. Parce que ces recrutements, ça prenait du temps, il y avait des tirages au sort. Et voilà, c'était un petit peu comme notre ancien conseil de révision en France. On en profitait pour chanter. C'était des danses uniquement masculines, associées à des chants uniquement masculins aussi. Et ça a été une tradition très très vivace qui a duré plusieurs siècles et qui est très intéressante parce qu'elle est aussi très identitaire. C'était vraiment l'identité de ces gens d'Europe centrale qui ne voulaient pas de la domination turque et qui affirmaient à travers ça une culture et des pratiques sociales qui leur étaient propres. Et ces chants de recrutement, ils se sont ensuite transmis dans des musiques populaires. Et du coup, l'habitude de danser et de chanter en même temps est devenue quelque chose de très répandu. Bon, je pense que nous pouvons... Ah, une dernière question. Oui, je suis un peu intriguée par la relation que le flamenco entretient avec le tango. Je les sens proches, je les sens lointains. Je sais comment ils sont nuancés, comment ils ne sont pas sur le même territoire exactement, en fait. Dans les valeurs, dans les époques. Je ne sais pas. Ça n'a rien à voir. Le tango argentin et le tango flamenco, ça n'a rien à voir. C'est le même mot, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est une bonne question, ça permet d'éclaircir les choses. Voilà. La parole tango, il s'agit seulement du compas de 4 temps. Le rythme seulement. Et avant,
Avant, le tango, c'était une fête, un groupe de Noirs qui se réunissent. Et la parole est restée pour dire réunion de gens qui font la musique. Ah, merci, il y avait cette question qui a permis d'éclaircir en effet cette ambiguïté sur le mot tango. Voilà, merci beaucoup, merci à nos intervenants. C'est bien.